Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le BFM jusqu'à minuit. Ce soir, pour nous accompagner, Christophe Barbier. Bonsoir Christophe. Bonsoir Alice. Anna Cabana, bonsoir Anna. Bonsoir chère Alice. Ravi de vous retrouver, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas été ensemble en plateau. Edwige Chevrillon, bonsoir. Comment ça va Edwige? Très bien. Et bonsoir à vous Raphaël Gravi. Bonsoir Alice. Ravi de vous avoir avec nous ce soir. À la une, ce soir, notamment le procès du braquage de Kim Kardashian avec aujourd'hui au cœur des débats la personnalité de celui que l'on surnomme Omar le Vieux, principal accusé dans le vol et la séquestration de la star. Nous serons dans un instant à la cour d'assises de Paris pour revenir sur cette journée d'audience parce que franchement, entre le parcours des accusés, leur entourage, le déroulé de l'audience, c'est quand même sans aucun doute un procès assez extraordinaire qui se tient et on va revenir bien sûr sur les dernières informations. Comment s'annonce ce 1er mai, journée de manifestation? Quels risques sur le plan sécuritaire? On en parlera évidemment avec Guillaume Farde. Et puis autre question, les divergences des syndicats vont-elles malgré tout permettre de faire entendre les revendications sociales? On en parlera notamment avec notre invité politique, ce sera à partir de 22h50, Alexis Corbière. On reviendra avec lui sur notre dernier sondage Elab sur le travail qui nous révèle notamment que 7 actifs sur 10 se disent satisfaits de leur travail, mais une majorité le trouve 1 stressant et 2 évidemment trop mal payé. Ce qui se traduit aussi dans la manière dont les Français fonctionnent au quotidien. Autre information de cette journée, malgré le fort recul de l'inflation qui est tombée depuis 3 mois, la consommation des ménages ne décolle pas. Elle est même en net recul au mois de mars. Edwige, je parle sous votre contrôle, du jamais vu depuis 2014. Alors comment l'expliquer? Quelles conséquences? On va aussi prendre le temps d'en parler longuement ce soir et surtout combien de temps ça peut durer. Si vous voulez participer évidemment à cette émission, vous connaissez le QR code, il suffit de le scanner pour nous faire parvenir vos questions. Voilà pour le 22h, le BFM jusqu'à minuit, c'est parti. Mais d'abord évidemment l'essentiel de l'actualité avec Thomas Joubert que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Thomas. Bonsoir Alice, bonsoir à tous. Bonsoir, donc Thomas, vers un accord entre l'Ukraine et les États-Unis. Le fameux accord sur les terres rares et les minerais, il pourrait être signé dans la soirée. Sans plus attendre, on va retrouver Antoine Hollard à Washington. Antoine, Donald Trump et ses équipes se montrent-ils confiants ? Écoutez, pas sûr que la signature ait lieu vraiment aujourd'hui. Les Américains se disent prêts à signer tout de suite. Seulement voilà, selon eux, les Ukrainiens ont apporté des changements de dernière minute à ce texte qui avait été négocié. Des changements qui ne sont pas acceptables du point de vue américain. Dans ces conditions, la signature ne peut donc pas avoir lieu. Mais effectivement, Donald Trump veut aller jusqu'au bout. Son secrétaire au commerce dit qu'il est confiant sur le fait que les Ukrainiens vont revenir sur les exigences qu'ils ont récemment formulées. Trump veut mettre la main sur les terres ukrainienne. C'est une façon pour lui de récupérer les milliards de dollars que les États-Unis ont versés à Kiev pour soutenir l'effort de guerre. Trump qui présente aussi cet accord comme quelque chose de positif pour l'Ukraine, avec l'idée que si des entreprises américaines sont présentes en Ukraine pour extraire ces minerais, alors forcément Poutine n'osera plus bombarder le pays. Merci pour ces précisions, Antoine Hollard à Washington. Également dans l'actualité, la marque Jennifer placée en redressement judiciaire, liquidation judiciaire précisément. Les activités cesseront le 28 mai. À cette date seront examinées les éventuelles offres de repreneurs. Un choc pour les salariés de l'enseigne qui ont appris la nouvelle dans la matinée. 1 millier d'emplois sont menacés. Jennifer a subi de plein fouet la crise du prêt-à-porter et la concurrence du e-commerce. Et puis la France sous le soleil et sous la chaleur. J'espère que vous avez pu en profiter aujourd'hui. Regardez, la plupart des terrasses étaient bondées comme ici à Lille. De nombreux records de température ont été battus pour un 30 avril. Alors pour faire le point, j'ai demandé à Anthony Ferry de venir nous rejoindre. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thomas. Du service météo de BFM TV. Je le disais, il a fait exceptionnellement chaud aujourd'hui. Alors oui, il a fait très chaud. À l'échelle nationale, il a précisément fait en moyenne 18,4 degrés. Mais évidemment, c'est très contrasté. Et regardez sur cette carte, nous avons battu des records, notamment dans la région normande. Il a par exemple fait à Rouen cet après-midi 29,8 degrés. On a donc frôlé les 30. C'était un record de 2015. Si on a aimé cette chaleur du jour, ça va continuer demain. Alors, ça va se poursuivre et ça va même s'amplifier, puisque demain, on attend plusieurs records qui vont sans doute être battus. Regardez, voici ici, on vous a résumé des records donc actuels. Par exemple, pour un début mai, il faut remonter à 1976 à Paris pour atteindre 30,2. Demain, on devrait les atteindre, voire même les dépasser. Idem, regardez pour 3, 1976 également, 2017 pour la Mayenne, 1998 pour Rouen.
toutes ces zones-là devraient demain sans doute atteindre les valeurs qui sont indiquées ici ou même les dépasser sans doute. Chaleur donc demain sur la moitié nord pour ce 1er mai férié. Merci beaucoup Anthony et voilà pour l'essentiel Alice. Merci beaucoup Thomas et à tout à l'heure puisqu'on vous retrouvera évidemment à minuit pour le journal de la nuit. Dans un instant on se retrouve évidemment et on ira du côté de Londres. On va faire un détour par Londres pour prendre des nouvelles du roi Charles III qui est revenu aujourd'hui sur le cancer dont il souffre. Alors plus précisément par écrit. Il décrit le caractère effrayant d'un diagnostic de cancer. Dans quel contexte cette phrase a-t-elle été prononcée alors que le sujet est quand même rarement abordé? Pourquoi il le dit? Pourquoi il en parle maintenant? On sera à Londres avec Laura Calmus et ce sera évidemment aussi l'occasion de prendre des nouvelles du roi Charles III qui n'était pas, on le rappelle, aux funérailles du pape François. A tout de suite. Vous êtes dans BFM jusqu'à minuit, il est 22h11 et je voulais qu'on fasse ce soir un petit détour par Londres pour aller retrouver notre correspondante. Bonsoir Laura Calmus. Pourquoi on vous retrouve ce soir? Parce que le roi Charles, Laura, s'est exprimé sur un sujet dont il parle très rarement, sa maladie, avec des mots qui interpellent ce soir. Alors je pense que tout d'abord c'est important de raconter dans quel contexte et avec quel support il s'est exprimé, Laura. Eh bien, il y a actuellement ce soir à Buckingham Palace, juste derrière moi, une réception en l'honneur des associations qui soutiennent les patients qui sont atteints d'un cancer. Et c'est dans ce contexte-là que le roi Charles a écrit un message qui a été distribué dans un petit livret lors de cette réception qui a lieu actuellement. Alors, on le sait, le roi Charles est lié à diverses associations caritatives, notamment de lutte contre le cancer, mais on le sait également, eh bien, les choses ont pris une tournure complètement différente en février 2024. Il y a même eu une dimension plutôt poignante car on le sait, eh bien, il a expliqué qu'il était atteint lui-même d'un cancer. Alors c'est assez rare pour le roi Charles de s'exprimer à ce sujet comme vous l'avez dit et dans ce message, eh bien, il a écrit que chaque diagnostic, chaque nouveau cas était une expérience parfois éprouvante, parfois même effrayante pour les patients mais aussi pour les proches. Laura, on se souvient que le roi Charles n'était pas présent au Vatican pour les funérailles du pape François. Que sait-on de son état de santé? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur sa santé et l'état dans lequel il est aujourd'hui? Bien difficile à vrai dire de savoir exactement quel est son état de santé car depuis l'annonce de son cancer en février 2024 eh bien il n'a ni révélé le type de cancer qu'il a ni la gravité mais ce qu'on sait c'est que le roi Charles se rend chaque semaine dans un hôpital à Londres pour suivre un traitement qui continue donc depuis plus d'un an et on le sait également le roi Charles est âgé de 76 ans mais ce qu'il a voulu montrer tout au long de ce processus, eh bien, c'est qu'il reste très actif. Alors certes, comme vous l'avez dit, il n'a pas été aux funérailles du pape, mais il s'était rendu début avril en Italie pour une visite officielle et il avait d'ailleurs rencontré le pape François. Il a aussi multiplié les événements officiels, les visites. Il a aussi rencontré le président Zelensky. Alors voilà, le roi Charles veut montrer qu'il reste très actif. Et dans ce message ce soir, il confie d'ailleurs que les moments les plus sombres de la maladie peuvent être illuminés par la plus grande compassion. Merci beaucoup Laura Calmus en direct de Londres. L'actualité judiciaire à présent et le 3e jour du procès des braqueurs de Kim Kardashian. Affaire retentissante évidemment, vous vous en souvenez, c'était en octobre 2016 en pleine Fashion Week. On le rappelle, sur le banc des accusés, 10 personnes. Au cœur des débats aujourd'hui, celui qui est présenté par l'accusation comme l'organisateur, le cerveau de ce braquage, celui que l'on surnomme aussi Omar le Vieux. Une audience surprenante puisque l'homme est apparu aujourd'hui affaibli, incapable de parler. Avant d'en parler avec mes invités sur ce plateau, revenons donc en images sur cette affaire et ce procès qui a débuté avec Sandra Boulanger et Bertrand Séguier. Cet homme âgé à la démarche incertaine est considéré comme le cerveau présumé du braquage violent et spectaculaire de la star Kim Kardashian. Il s'appelle Omar Haït Kedash, dit Omar le Vieux. Il est très diminué physiquement,
invalide à plus de 80%. Alors des conditions particulières ont été mises en place pour l'interroger au procès. Il n'a que 68 ans, mais on le voit marcher avec une canne, il a du mal à se déplacer, il est rendu muet par sa surdité. Et donc, pour entendre les débats, il y a 2 sténodactylos qui sont dans cette salle d'audience et qui retranscrivent en direct tout ce qu'il se dit sur un écran qu'il peut lire. Pour ses réponses, c'est très laborieux, très compliqué. Il a un petit cahier d'écolier avec une caméra qui est braquée sur ce cahier. Et lorsque le président ou la cour lui pose une question, il écrit ses réponses, quelques mots seulement à chaque fois, que l'on voit apparaître sur un écran qui a été installé dans cette salle d'audience. Le veilleur de nuit de l'hôtel parisien a lui aussi été braqué par les malfaiteurs. Il souffre depuis de stress post-traumatique. Au procès, il a bien observé la faiblesse physique d'Omar Haït Kedash et de plusieurs des accusés. Mais il appelle à bien se remémorer que l'affaire remonte à 9 ans plus tôt. Ils sont dans un état de santé, je dirais, lamentable. Mais après, je note cet état. Je dirais que c'est le piège de cette affaire. À mon avis, il faudrait recontextualiser les événements et les personnes en 2016 pour pouvoir en fait juger de ce qui s'est passé. En 2016, alors en meilleure santé, ces hommes n'auraient pas hésité, d'après l'accusation, à le menacer d'une arme et à le ligoter, tout comme Kim Kardashian. Omar Haït Kedash avait d'ailleurs été identifié grâce à son ADN, retrouvé sur le scotch et les liens qui ont servi à ligoter l'influenceuse américaine. C'est sur sa personnalité que se penche désormais le tribunal. La vie d'Omar Haït Kedash ressemble à un film de bandit. Dans les années 70, il a commis des braquages de banque, il est passé ensuite par la case prison où il a passé des diplômes, notamment un CAP de cuisine qui lui a permis de travailler dans la restauration, mais il ne s'est pas rangé des affaires puisqu'après il a été condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants, condamné dans une affaire de saucissonnage d'une octogénaire qu'il avait braqué pour des bijoux, et puis après ce braquage de Kim Kardashian. Durant ce procès, son avocate espère casser son image de multirécidiviste. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une énorme carrière délinquante comme on a essayé de la présenter, mais en réalité quelqu'un qui, de 1987 à son incarcération en 2017, n'avait connu aucune période d'incarcération en lien avec une peine qui lui avait été prononcée. C'était un énorme travailleur et grâce au CAP et BEP cuisine qu'il a obtenu lorsqu'il était en détention dans les années 80, il a ensuite consacré sa vie, outre l'éducation de ses enfants, à ouvrir, gérer et exploiter des brasseries. Et c'est ça en réalité la vie de M. Haït Kedash, c'est pas du tout la vie qu'on lui fantasme depuis quand même un petit moment, et je trouvais ça extrêmement important qu'on puisse revenir dans le détail de tout ça. Ce braquage, il est soupçonné de l'avoir mené avec 2 de ses proches, eux aussi accusés dans cette affaire. Son fils est, d'après l'accusation, celui qui a déposé en voiture une partie du gang près de l'hôtel le soir du braquage, et son ex-compagne, qui est la seule femme parmi les accusés, aurait joué le rôle d'intermédiaire, notamment en passant des coups de fil avant, après le braquage, avec les autres membres de ce gang de braqueurs. Omar le Vieux encourt la réclusion criminelle à perpétuité. D'après ses avocats, il a envoyé une lettre d'excuse à Kim Kardashian et compte à nouveau s'excuser lorsqu'elle sera présente au procès le 13 mai prochain. Et pour en parler avec nous, Pauline Delassus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à la Tribune Dimanche et auteur de La nuit de Kim Kardashian aux éditions Grasset. Bienvenue sur ce plateau. Et bonsoir à vous, Maître Mohand Ouidja. Bienvenue, vous êtes avocat du veilleur de nuit que l'on a entendu dans ce reportage, Abderrahmane Ouatiki, qui lui aussi, le soir des faits, a été braqué et ligoté par les malfaiteurs. Vous nous direz pourquoi, dans un instant, vous considérez que votre client est la victime oubliée de ce dossier. Mais d'abord, Pauline Delassus, est-ce que vous pouvez nous transporter à l'intérieur de la salle de cette cour d'assises de Paris et nous raconter quand même les conditions particulières dans lesquelles s'est déroulée cette journée